Souvent on me dit mais pourquoi on ne connaît pas plus l'aptonomie? Pourquoi c'est réservé à quelques initiés, à une petite élite? Et effectivement, comme vous allez le voir, ça appartient à tous les humains. Donc il est grand temps que tous les humains découvrent cette richesse en eux. Voilà. Donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a pas mal de personnes connues dans la salle. Je suis Marie-Noëlle Maston, je suis psychologue clinicienne depuis 30 ans déjà, ça commence à faire. Et depuis 25 ans, je pratique l'aptonomie. Enfin, j'ai découvert l'aptonomie il y a 27 ans et je la pratique depuis 25 ans. Et je ne cesse pas de m'émerveiller, de m'étonner de cette simplicité, de cette profondeur et de cette capacité que les humains ont à s'ouvrir à autre chose. C'est ce que nous allons voir au cours de cette conférence. Voilà, donc qu'est-ce qui m'a amené à l'aptonomie? Eh bien voilà, j'étais psychanalyste, pas très classique déjà quand même. Hein. Mais voilà, j'avais comme outil le langage. Et d'une part, dans mon analyse personnelle, au bout de 7 ans de psychanalyse, je sentais vraiment que si on ne me touchait pas ou si on ne me regardait pas, j'allais dépérir, hein, c'est pour pas dire autre chose. Ça, c'était mon histoire, donc de bébé séparé à la naissance, ça arrive à plein de gens. Et surtout, je me suis retrouvée, c'est jamais par hasard, hein, à la DAS, travailler au premier boulot de psychologue, aide sociale à l'enfance, placement familial. Et là, des enfants qui se vivaient comme rien. Ils étaient nuls, ils étaient pire que rien. Voilà. Des enfants qui disaient « on m'a mis à la poubelle ». La DAS, c'est une poubelle pour les enfants. Et face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut parler, hein. C'est sûr qu'on parlait pas mal et que ça les aidait à comprendre. Mais de là à se sentir confirmés dans leur être, il y avait une grande distance. Et pendant 2 ans, j'habitais Paris à l'époque, donc à Paris il y a vraiment une foultitude de choses. C'était la grande émergence des thérapies corporelles, parce que j'avais bien compris que ça passait par... On verra que ce n'est pas le corps seulement l'aptonomie, mais enfin, en tout cas à l'époque, je disais ça passait aussi par le corps. Donc je suis allée à beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers, et à chaque fois je disais non, c'est pas ça. Alors je ne savais pas ce que je cherchais, mais je ne trouvais pas. En me disant, je ne sais pas si un jour je trouverai, mais tant que c'est pas ça, voilà, je cherche. Et puis un bon soir de mai 85, je me rappelle encore, j'ai vu dans un psychanalyste qui était connu, qui est encore connu d'ailleurs, Bernard Tiss, qui était le bras droit de Françoise Dolto, notamment à la Maison Verte, qui faisait une conférence sur la sécurité de base du nouveau-né. Alors à l'époque, à part mon histoire d'analyse, ce n'était pas ma préoccupation. Moi je travaillais avec des grands, il y avait des bébés à la pouponnière, mais c'était pas mon... J'avais quand même des enfants plus grands. Mais comme c'était Bernard Tiss, j'y suis allée, vraiment comme ça. Hein. Et là, bien voilà, j'ai découvert l'aptonomie, et une conférence un peu comme celle que nous allons avoir ce soir, enfin, différente, puisque Bernard Tiss est bien différent de moi, mais le même thème. Et pour moi, ça a été vraiment le début d'autre chose. Le soir même, j'ai écrit ma lettre de candidature, et voilà, j'y suis toujours, et je m'émerveille encore. Je vais d'abord vous citer ce que disait Franz Wellmann. Alors Franz Wellmann, c'était un érudit, hein. C'était ces médecins qui en même temps avaient fait leurs humanités, qui parlaient grec, latin, et qui faisaient beaucoup de sémiologie. Dans les cours, on apprenait beaucoup de choses, des recoupements, le sens des mots, le sens de ce qu'on ressentait, c'était très riche. Et j'ai retrouvé une citation dans les cours que j'avais avec lui, tout simplement, une société où l'on ne se confirme pas les uns les autres n'est pas une société digne de ce nom. Confirmer, qu'est-ce que c'est que ça? On va voir que c'est ça l'aptonomie d'abord. Confirmation affective, nous y reviendrons. Voilà, mais j'ai envie de mettre ça en exergue parce que c'est quand même cette dimension-là qui compte. Effectivement, dans le périnatal, c'est ce qui va se passer. Hein, voilà. Confirmer le bébé, et pas seulement le bébé, le père et la mère. Parce qu'ils vont se confirmer en tant que parents, dans leur parentalité. Donc, Franz Wellmann était aussi un précurseur dans la mesure où, alors actuellement avec les neurosciences, on est en train je me réjouis tous les jours en lisant les articles et les livres sur les neurosciences, la plasticité neuronale, les neurones miroirs, enfin tout ce que les scientifiques sont en train de nous apporter. Et lui était précurseur également, puisque déjà en 1950, il avait très certainement compris l'importance du cerveau limbique. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et voilà, je vais déployer, ce sera un aspect que je vais déployer. Hein. Mais vraiment, le cerveau, l'aptonomie finalement siège dans le limbique. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Donc, voilà, c'est à l'origine de cette belle découverte, c'est quand même un monsieur qui est un érudit d'un côté et un scientifique de l'autre, et qui se pose les bonnes questions et surtout qui découvre quelque chose. Et comment il le découvre, ce quelque chose, là, c'est quand même
ça nous interpelle et on y reviendra tout à l'heure. Il le découvre jeune médecin ou étudiant en médecine, puisqu'il est de 1921, donc en 40, il devait pas être très avancé dans ses études de médecine, hein, 42, il est déporté en 42. Il est déporté, il était résistant et se retrouve déporté. Et il disait, puisqu'il est mort il y a 2 ans, que c'est dans les wagons plombés qu'il a découvert l'autonomie. C'était quand même la situation la plus horrible qu'on puisse imaginer, la déshumanisation absolue. Et là, il s'est dit, il faut réhumaniser les humains. Il y a quelque chose. Enfin, il a réalisé, il avait une grande sensibilité, il était également artiste, sculpteur, donc il avait cette sensibilité, qu'en contactant les gens, ses compagnons de misère, de malheur, il se passait quelque chose, ça revivait en eux. Il y avait quelque chose de l'être qui émergeait à nouveau. Et il s'est promis que s'il sortait de cet enfer, il y consacrerait sa vie. Donc l'histoire vient de là. Et je relisais aujourd'hui, il y a un livre remarquable sur le cerveau, je vous le conseille, parce que vraiment, votre cerveau n'a pas fini de vous étonner. C'est un titre un peu grand public, mais le contenu n'est pas du tout grand public. Patrice Van Hersel, qui est un journaliste, qui a le don de savoir transmettre des choses complexes très simplement. Et dans ce livre, il disait que les grands penseurs sur le homme nouveau, sur voilà, les penseurs utopiques, jusqu'à la moitié du XXe siècle, ont vraiment espéré un grand changement chez l'humain. Et lorsqu'on a découvert la Seconde Guerre mondiale, le goulag, ils étaient fort désabusés dans les années 60 en disant mais finalement l'homme est foutu. Il n'y a pas d'espoir puisque il est capable de faire des horreurs pareilles. Or, ce que c'est Cyrulnik qui intervient sur ce sujet, évidemment, notre bien-aimé Cyrulnik qui est tellement bienveillant, hein, il dit mais en fait avec la plasticité neuronale que nous découvrons actuellement, puisque vous savez que notre cerveau, vous êtes en train de créer des neurones maintenant. Je vous parle, il se passe des choses en vous, et vous êtes en train de développer des neurones. Hein. Donc, c'est quand même extraordinaire, hein, la plasticité neuronale et les neurones miroirs, les 2 grandes découvertes de ces 10 dernières années, sont une véritable révolution. Oui. Bonsoir, bienvenue. Donc, il dit donc, entre le reptilien, qui est donc le cerveau archaïque, le cerveau primitif, c'est-à-dire je réagis, je fais ce que je veux, je survis, c'est le cerveau de la survie, le reptilien. Hein. Et le néocortex, tellement élaboré, tellement intelligent, il y a quand même une dichotomie, on est soi-disant intelligent et on fait des horreurs pareilles. C'est le reptilien qui nous fait faire ça. Hein. Et entre deux, il y a quand même le limbique, donc on va y revenir au limbique. Donc ce cerveau limbique, c'est quand même précieux, c'est le cerveau des émotions, c'est le cerveau du sens au sens de l'autre, hein, du tact. C'est le cerveau de la mémoire affective, c'est aussi le cerveau de la colère et des peurs. Oui, bien sûr. Donc, on va beaucoup travailler sur la sécurité avec l'autonomie, hein, développer un sentiment de sécurité, mais c'est aussi le limbique qui peut le développer. Donc, je pense qu'effectivement, il est grand temps pour nous, humains, de nous réhumaniser. C'est ce que disait Vellman, hein, en sortant des camps, il disait qu'il faut réhumaniser les humains. Et on a actuellement, les neurosciences nous démontrent que quand on évolue, le cerveau change. Hein, actuellement, les IRM le prouvent. Une thérapie bien menée modifie le cerveau de quelqu'un. Et moi, mon intérêt avec l'autonomie, c'est qu'effectivement, les humains développent cette faculté extraordinaire que nous allons découvrir ce soir. C'est énorme. Donc le limbique, je vais quand même vous faire un petit croquis. Je ne suis pas une grande croqueuse de cerveau, mais bon. Je vais quand même vous le faire pour que vous compreniez. Et on va développer un petit peu parce que c'est très très important. C'est même le thème de la soirée. Hein. Alors, vous ne savez pas, hein, je vous avais dit cerveau limbique, il y aurait moins de monde. Voilà. Alors, merci. Le tronc cérébral, le cervelet. Et au milieu, donc, on a une petite structure qui s'appelle l'hippocampe, les amygdales de l'hippocampe. Et il y a d'autres choses, mais voilà, singulière, machin, calamus, voilà, au milieu. Voilà. Et là au-dessus, il y a le néocortex, hein, voilà, le gros ordinateur. Et cette magnifique petite structure au milieu, qu'on appelle également, alors, ça s'appelle le limbique, ça s'appelle également le rhinencéphale, ou le mésencéphale.
Alors, mésencéphale, cerveau moyen, on comprend, il est au milieu. Hein. Rhinencéphale, parce que c'est aussi le siège de l'odorat. Et d'ailleurs, en français, je sens ou je sens, c'est la même chose. Et bon, donc il régit les peurs, les émotions, la mémoire à long terme, la mémoire affective, plein de choses. Et l'hypothèse de Franz Wellmann, dans les années 50, bien avant les IRM, parce qu'il a fait beaucoup de recherches, hein. Il est rentré dans son pays, en Hollande, et il s'est installé à l'hôpital. À l'hôpital, il y a tous les étages de la vie humaine, donc il a travaillé en néonat, en maternité, en réa, il a développé des soins palliatifs, il a fait plein de choses. Et pareil, et à côté de ça, il travaillait vraiment sur la neurophysio, enfin du peu qu'il pouvait à l'époque, hein, on était quand même beaucoup moins équipés que maintenant. Et son hypothèse, c'était que très certainement, il y avait une afférence directe au cerveau limbique, face à ce qu'il avait découvert dans l'aptonomie, hein, on va revenir. Et effectivement, ça a été découvert il y a une dizaine d'années, hein, la boucle gamma, qui est donc la boucle gamma. C'est très évidemment, c'est beaucoup plus subtil, vous imaginez bien, mais peu ou prou, il y a quand même une innervation afférente au cerveau limbique. Et donc, dès qu'on est présent autrement, eh bien, ça va activer le limbique. Alors, j'ai oublié, pourtant c'est quelque chose qu'on dit toujours quand on parle d'autonomie, on va sur le site, on le voit tout de suite, et j'ai omis de décortiquer et d'expliquer ce mot. Comme je vous disais, c'est un lettré helléniste, hein, donc c'est basé sur une terminologie grecque, puisque les Grecs établissaient une différence entre toucher et toucher. Ils avaient deux mots, deux verbes. Un qui, je crois que c'est lambata, je n'ai pas fait de grec, mais il me semble que c'est un mot comme ça, qui est touché en faisant quelque chose. Et puis, aptai. Ça va là pour le croquis, c'est bon? Aptai. Et nomos. Voilà, c'est l'étymologie. Hein. Donc, aptai en grec signifie à peu près 10 équivalents en français. On n'a pas le mot parce qu'on a perdu cette notion. Les Grecs anciens, très certainement, l'avaient. D'autres cultures l'ont encore. Hein. C'est notre culture occidentale qui a privilégié la rationalité à tout craint, le contrôle, et moins le ressenti, au détriment du ressenti. Je pense qu'il y a eu de bonnes raisons pour ça, d'ailleurs, on peut en débattre. Enfin voilà. Donc, aptai, ça veut dire je touche, je contacte, j'instaure une relation, je communique, je renseigne. Donc, ça va être un toucher affectif, relationnel et bénéfique, en gros. Et ça n'est pas du tout le même toucher. Parce qu'il y a plein de gens qui disent je touche gentiment, je caresse. Ça n'est pas ça. C'est une autre qualité de présence. D'ailleurs, il parle de présence psychotactile. Donc, c'est vraiment cette nuance-là qui va faire la grande différence. Et on va la découvrir ce soir. Parce que pour l'instant, tant que je vous parle, vous sentez bien que ça a l'air intéressant. Et si je vous parle d'autonomie, vous ne saurez toujours pas ce que c'est. Ça, alors là, c'est une expérience. Et d'ailleurs, Franz Wellmann s'est vraiment basé ses expériences d'une part et sa transmission sur une base phénoménologique. Hein, il y a un courant en philosophie qui s'appelle la phénoménologie. Bonsoir. Et donc, il s'est basé sur des phénomènes reproductibles et constatables à l'infini. Donc il considère que c'est une science pas dure, mais quand même, rigoureuse quand même, parce que ça n'est pas évanescent. Il y a des choses comme ça, ah bah tiens, j'ai senti, ça s'est passé, peut-être bien, peut-être que ça se repassera. Là non, ce qu'on fait, on peut le refaire 1000 fois, on aura le même résultat. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc il a vraiment beaucoup travaillé, et donc il avait cette hypothèse, et avant sa mort, cette hypothèse a été corroborée. Donc l'aptonomie va activer cette innervation subcorticale, donc la gamma, qui va à son tour activer d'autres neurotransmetteurs et qui va faire avec très simplement, hein, pour ceux qui ont vécu l'aptonomie, très simplement, ça bouleverse complètement, ça change plein de choses. Catherine Dolto la surnomme la révolution tranquille. Je suis bien d'accord. Donc revenons un petit peu sur le limbique, parce que donc le toucher, donc je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, si vous ne le savez pas, et si vous le savez, je vous le dis. Le toucher est le premier sens à se développer
dans la vie intra-utérine. Chez l'embryon, même pas chez le... Parce qu'on considère qu'on passe par le fœtus à partir de 3 mois. Hein. À votre avis, à partir de quand? J'ai déjà donné une piste avant 3 mois. Mais à partir de quand émerge le toucher? Quel stade de la vie humaine? 15 jours. La 8e semaine. 1 mois. Oui, 8e semaine. 8e semaine. Et c'est déjà... C'est très tôt. Hein. C'est très tôt. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que le cerveau et la peau ne font qu'un. C'est-à-dire qu'au début, il y a un œuf, comme ça, et que le cerveau va se constituer dans un repli de la peau. Donc le cerveau et la peau sont à l'origine, de la même origine, vraiment. Le cerveau et la peau ne font qu'un. Et je cite souvent ce vers de Paul Valéry qui dit « Nous sommes ectodermes hein, ». C'est ectoderme. Et puis, la peau est ce qu'il y a plus profond en nous. C'est bien vrai. Donc, voilà, c'est vraiment très archaïque. C'est pour ça que le toucher va être afférent au limbique, puisque c'est le sens le plus archaïque. Sera suivi ensuite, donc après l'odorat au 4e mois de grossesse, 3 mois après le 4e mois de grossesse, l'ouïe plus tardivement, vers le 5e mois de grossesse, et la vue, 7e mois de grossesse. Et actuellement, nous sommes dans une civilisation du visuel. Donc, c'est ce qu'on voit en autonomie, c'est que le visuel, comme on l'appelait l'objectivation, hein, on regarde comme ça, entrave le ressenti. Or, nous passons le temps à regarder. Alors, on regarde, on a plein de copains sur Internet, par Skype, ce que vous voulez, et on prend l'ascenseur, et qu'est-ce qui se passe? On regarde nos chaussures. Mais en exergue la corporalité de rencontre, la rencontre de l'autre, de l'ouverture à l'autre, et de ne pas être enfermé en soi. On est beaucoup enfermé en nous, de plus en plus. Donc il est grand temps de passer à autre chose. On a maintenant toute la technologie requise pour être heureux, mais ça dirait d'être vraiment heureux. Voilà, parce que quand on voit le dossier du Nouvel Observateur sur les psychotropes dans le monde, il y a 15 jours, c'est assez affolant quand même. Hein. On est en train de fabriquer des démences séniles, pas le médicament. Eh oui, eh oui. 5 ans de tranquillisant ou d'hypnotique chez une personne de plus de 60 ans, 50% de plus de risque de démence sénile. C'est quand même pas rien. Et on n'a pas encore fait les évaluations des antidépresseurs. Ils critiquent quand même, hein, ils sont assez critiques quand même. Bon, enfin, pour l'instant, c'est les hypnotiques et les tranquillisants. Bon. Donc il serait temps que les humains soient un peu plus... Enfin, pour être heureux, on est encore... Oui. Voilà, donc ce sens du toucher très archaïque est resté très en friche, puisque dans notre culture, effectivement, on se touche de moins en moins. Vous savez qu'il y a des études, hein, il y a une étude, à toi qui es sociologue, ça peut dire certainement quelque chose, la proxémie. La proxémie, c'est donc qu'il y a des gens qui passent qui étudient la distance sociale entre les êtres humains. Oui. Bah oui, c'est intéressant. Et donc, au Japon, ça va être plus distant qu'en Afrique, évidemment, on l'imagine. Hein. Mais ça va en s'éloignant. En Occident, ça va en s'éloignant. Je vous dis, on a plein d'amis sur Facebook, mais voilà. Ça ne s'arrange pas du tout, cette affaire. Donc, il est grand temps de réhumaniser les humains. Et c'est vraiment le sens de cette conférence. Bon, bien sûr, je peux transmettre à des professionnels, je peux transmettre, bien sûr, pour que ça continue à vivre ailleurs, mais aussi pour que chacun puisse se l'approprier. Dans les séminaires, j'ai aussi des gens qui viennent comme ça pour 2 week-ends, et puis ça change vraiment quelque chose en eux. Et ça, c'est déjà énorme, que nous prenions possession de cette merveille. Vous ne savez pas encore ce que c'est, parce que vous n'êtes pas encore... Ça va bien, ça va bien. Après, je reviendrai sur les applications périnatales et aptopsychothérapie, aptocinésie, enfin toutes les applications de l'aptonomie en général. Mais je pense que voilà, maintenant je vous ai fait un peu un topo général, son histoire. Donc voilà, l'application en France, hein, c'est aptonomie périnatale, apto-obstétrique, qui sont 2 dimensions bien différentes, enfin complémentaires mais différentes, hein, c'est les sages-femmes et les obstétriciens en salle de naissance. L'aptopsychothérapie, que je pratique très couramment et qui, j'y reviendrai aussi. L'aptocinésie, qui va être tout ce qui va être pour aider les personnes à mobilité réduite, les malades, à être mobilisés autrement. Très très intéressant. Et puis ça s'applique aux soins palliatifs, et puis ça s'applique à la vie en général. Hein, c'est une manière d'être. Mais bon, disons professionnellement, la transmission, voilà, il y a ces 3, 4, on va dire, avec les soins palliatifs.